Aujourd'hui, la vidéo portera sur l'Australie, un grand pays avec plusieurs problèmes, comme tous les pays. L'Australie a un problème par rapport à sa taille. Il existe en effet deux types de problèmes par rapport à la taille. Soit un pays est trop grand, et il est donc difficile de gérer un tel territoire, soit un pays est trop petit, et il manque de place pour sa population. A votre avis, l'Australie a quel problème? Ce pays gigantesque avec une faible population, surtout d'origine anglo-saxonne. Je saute sur l'occasion pour parler du partenaire de la vidéo. Cambly est une application qui fonctionne sur smartphone et ordinateur. Elle permet d'accéder à des cours en ligne avec des tuteurs dont la langue maternelle est l'anglais. Pour apprendre une langue, évidemment, on commence par des bases pour avoir une certaine théorie, mais ensuite c'est surtout la pratique qui fait la différence. La pratique de l'anglais, c'est de parler en anglais avec des personnes qui parlent l'anglais. Moi je suis géographe, nous les géographes on voyage pas, c'est les explorateurs qui voyagent, nous on reste dans nos cartes. Cambly sert à ça, il permet de discuter régulièrement avec des tuteurs anglophones depuis chez soi. Et ces anglophones natifs ne sont pas n'importe qui, ce sont tous des tuteurs spécialistes dans l'apprentissage. Et c'est important car ils auront une certaine empathie, ils seront compréhensifs et seront là pour vous aider, vous guider. Ils ne vont pas se mettre à parler super vite et en argot local, ils sauront s'adapter. Ce qui est aussi pratique de la plateforme Cambly, c'est sa flexibilité. Il y a une interface pour choisir les tuteurs, on peut choisir par exemple entre l'accent britannique, américain ou australien, et on peut aussi choisir les thèmes préférés par les tuteurs ou le type de préparation à l'anglais. Par exemple, si vous avez besoin de l'anglais pour préparer un concours, et ça permet une grande flexibilité, car il y a toujours des tuteurs disponibles à tout moment de la journée. Dans le cadre de cette vidéo, Cambly vous offre 15 minutes gratuits de cours avec tuteur, c'est sans engagement, mais si ça vous convient, vous pouvez prendre un abonnement sur une durée d'1 an avec 50% de réduction. Je vous ai mis le lien dans la description. Réseau. Entrons dans le vif du sujet. L'Australie est un pays issu de la colonisation et sa population est à 80% d'origine européenne. C'est donc un pays européen, mais qui n'est pas en Europe et qui cherche encore à dominer son territoire. Les 20% restants sont surtout ceux issus de l'immigration asiatique, qui était interdite jusque dans les années 70. C'était la politique de l'Australie blanche. Ensuite, il y a eu une très petite minorité d'aborigènes, 3% de la population environ. Ils étaient là avant la colonisation. Le pays est divisé en 6 États fédérés. À cela s'ajoutent des territoires dont la capitale fédérale est le territoire du Nord. On trouve 5 métropoles millionnaires, chacune capitale d'un État. Sydney, dont l'agglomération compte 5 millions d'habitants, elle se situe dans la Nouvelle-Galles du Sud, un État de 8 millions d'habitants. En réalité, Sydney se trouve dans un ensemble plus large qui va de Newcastle jusqu'à Wollongong. Cet ensemble compte un peu plus de 6 millions d'habitants, les moins de 2 millions restants vivant dans plein de petites agglomérations réparties dans l'État. La deuxième agglomération est Melbourne, 5 millions d'habitants aussi, située dans l'État de Victoria qui compte 6,5 millions d'habitants. Le reste de la population de l'État est surtout situé dans le sud ou dans les villes à proximité comme Ballarat, Bendigo et Geelong. La troisième ville du pays est Brisbane, qui compte 2,5 millions d'habitants. Située dans l'état du Queensland, qui compte 5 millions de personnes, avec la Sunshine Coast au nord et la Gold Coast au sud, on compte 1 million d'habitants supplémentaires. Les habitants restants sont situés dans différentes villes côtières éparpillées. On trouve aussi Toowoomba dans l'intérieur. La quatrième ville du pays est Perth, qui compte 2,2 millions d'habitants dans l'état d'Australie occidentale, qui en compte 2,6 millions. Cela veut dire que 400 000 personnes sont réparties dans tout le reste de cet immense territoire, dont la moitié vivent dans la région de Bunbury, au sud de Perth. La cinquième agglomération est Adélaïde, 1,4 million d'habitants, dans l'état d'Australie méridionale qui en compte 1,8 million. Donc là encore, pas grand monde d'ailleurs. Ces 5 agglomérations sont les plus grandes d'Australie, c'est aussi les plus grandes de toute l'Océanie, Auckland étant l'unique autre ville millionnaire en Océanie, située en Nouvelle-Zélande. Avec ces agglomérations, il y a Gold Coast et Newcastle que j'ai déjà cité. En 8e position, il y a l'agglomération de Canberra, un demi-million d'habitants, et plus grande ville qui n'est pas sur la mer. Hobart, capitale de la Tasmanie, est en 13e position avec 200 000 habitants, 600 000 pour l'île. La population aborigène de cette île a pratiquement disparu suite aux massacres et déportations. Darwin est la 17e agglomération du pays avec 150 000 habitants et la capitale du territoire du Nord. Ce dernier ne compte que 250 000 personnes. Il y a donc un peu moins d'habitants dans le territoire du Nord qu'en Nouvelle-Calédonie. L'Australie est donc un pays où presque toute la population est concentrée dans 5 grosses métropoles et leurs alentours. Ça a des avantages et des inconvénients. Le premier avantage est que l'Australie est un pays multicéphale, avec plusieurs grosses villes sans avoir une trop grande concentration dans une seule. Par exemple, la Nouvelle-Calédonie, juste à côté, est un très bon exemple de pays monocéphale hyper centré,
puisque les 2 tiers de la population vivent dans la capitale, Nouméa. En Australie, la population est mieux répartie entre les villes, et chaque métropole a son économie. Les villes sont particulièrement grandes pour un pays si peu peuplé. Les 5 villes millionnaires sont toutes considérées comme des villes de classe mondiale. Sydney et Melbourne sont vues comme des villes alpha, dont l'influence est très importante. C'est l'avantage de dominer un continent tout entier, l'Océanie. En étant la principale ville de tout un continent, Sydney est une bourse mondiale et c'est aussi une porte d'entrée pour de nombreuses entreprises voulant faire des affaires en Océanie. Autre avantage, les infrastructures de classe mondiale peuvent être mieux réparties entre les grandes villes, comme par exemple de grands hôpitaux ou des universités prestigieuses. À part ça, le problème est à l'échelle locale, où les villes sont très influentes. Elles empêchent tout développement ailleurs dans leur région. Dans chaque État, la métropole compte les 3 quarts de la population. De plus, ce sont des villes très peuplées, mais très isolées. Je vais faire une petite comparaison. Voici Perth, 2 millions d'habitants. Et voici Turin, dont l'agglomération compte à peu près la même population. Perth fait certes une grosse population, mais dès qu'on sort de cette ville, on ne trouve plus rien, tout est vide autour. À part la petite agglomération de Bunbury, un peu au sud, et tout de même à plus de 150 km. Turin, elle, se trouve à 150 km d'une autre métropole multimillionnaire, Milan. À l'échelle plus grande, on voit qu'elle est entourée de plein d'autres grandes villes. Perth est toute seule, il faut faire plus de 2000 km pour trouver une autre agglomération millionnaire, c'est Adélaïde. L'axe majeur de l'Australie, c'est l'axe Melbourne-Sydney. Il y a une route entre les deux villes qui est aux normes autoroutières ou du moins à double voie tout le long. Mais cette route ne passe pas par la capitale, Canberra. Les villes australiennes ressemblent beaucoup aux villes nord-américaines, centre-ville à gratte-ciel, puis banlieue pavillonnaire autour. Pour les autoroutes, en plus de l'axe majeur, il y en a en étoile autour de Melbourne, et sur l'axe Sydney-Newcastle, il y a aussi une autoroute sur la côte autour de Brisbane, et une au sud de Perth. Adélaïde, c'est assez étonnant, mais elle dispose de peu de voies rapides pour une ville de sa taille, puis la ville est reconnaissable pour son centre-ville entouré de parcs. Économie. L'Australie est en réalité un pays trop petit, ou un pays trop grand mais vide. En effet, l'espace au climat acceptable est limité. Dans l'est, on trouve les zones au climat tempéré, le sud-est a un climat océanique, notamment autour de Melbourne, alors qu'autour de Perth et Adélaïde, on trouve un climat méditerranéen. De Sydney jusqu'à la côte sud-est du Queensland, il y a un climat subtropical. Et ailleurs, c'est soit du tropical, voire du climat équatorial, soit du climat désertique. On trouve du semi-aride un peu partout, même jusqu'au sud. L'Australie a tout de même de grandes surfaces agricoles et peut exporter son blé en grande quantité. Elle élève aussi du bétail bovin en très grande quantité. L'agriculture était à l'origine sa principale exportation, un peu comme l'Argentine avant la Seconde Guerre mondiale, mais par la suite, l'Australie a commencé à exporter des minerais en bien plus grande quantité. C'est surtout du fer, de l'aluminium et du charbon, et c'est surtout la Chine qui en demande. L'Australie est donc très dépendante de sa demande. Comme je l'ai dit, le pays est vide, et il faut réussir à relier toute cette économie avec les villes. Pour l'énergie, c'est simple, le pays fonctionne avec des usines électriques à charbon ou à pétrole. Elle a tellement de réserves de charbon que c'est dans son intérêt de produire ainsi. Les centrales au charbon polluent énormément. L'Australie est donc à la fois un pays qui dépend de l'économie du charbon, c'est dans son intérêt que les autres pays continuent de l'utiliser, et c'est à la fois un pays qui en utilise. Avec le grand espacement de son territoire, il est difficile de centraliser des énergies. Le pays est donc un des plus polluants au monde par habitant. C'est aussi un pays qui a refusé de signer le protocole de Kyoto, le protocole demandant au pays de baisser ses émissions polluantes. L'Australie est un pays qui pourrait passer au nucléaire, vu sa population. Il suffirait d'une centrale pour chacune de ces 5 métropoles pour réduire la dépendance aux énergies fossiles. Mais en Australie, il y a eu un grand mouvement anti-nucléaire, surtout face aux essais nucléaires français dans le Pacifique. Ces essais ont laissé une image très négative de cette énergie. L'industrie d'extraction minière est répartie sur le vaste territoire. Là encore, il faut des infrastructures pour les relier vers les ports. Prenons par exemple la petite ville de Newman, en Australie occidentale. Elle compte 6500 habitants. La ville a été fondée en 1966 par une entreprise qui comptait extraire du fer. La mine est juste à côté. À environ 5 heures de route, voire plus, il y a la petite ville de Port Hedland. Port Hedland, c'est une petite ville de 4000 habitants qui sert de port pour les minerais qui viennent d'être extraits dans la région. Il y a aussi une petite ligne de chemin de fer privée entre le port et la mine. D'autres mines dans la région disposent de lignes privées jusqu'au port. L'industrie minière est très importante dans l'économie australienne, mais c'est une industrie qui pollue énormément et dont les minerais servent à polluer encore plus. Mais le pays est énorme et vide. Il devient donc toujours très compliqué de transporter les marchandises, toujours sur de très longues distances. À Kalgoorlie, par exemple, on trouve une très grande mine d'or. La petite ville minière compte 30 000 habitants, mais à part ça, il n'y a rien. La ville ne dépend que d'une seule économie, et elle est très isolée de la mer, et il est même compliqué d'approvisionner la ville en eau. Pour le transport de passagers, c'est évidemment l'avion qui est privilégié.
Les 5 métropoles d'Australie sont les principaux aéroports, puis on trouve d'autres villes importantes. Ensuite, ce sont les villes minières qui attirent de nombreux passagers aériens. Alice Springs, tout au centre de l'Australie, accueille un demi-million de passagers annuels, alors que c'est une ville de moins de 30 000 habitants. L'Australie présente donc cette grande originalité d'être un pays européen, du moins contrôlé par des Européens, mais situé dans un monde qui ne l'est pas du tout. Elle devient donc une sorte de référence occidentale dans un milieu économique très prospère, et l'Australie est surtout tournée vers la Chine, le Japon, l'Inde, etc. C'est aussi un petit vivier à touristes allant notamment vers l'Indonésie. En matière d'immigration, l'Australie est un pays très strict. Elle a besoin de l'immigration pour développer son territoire, mais elle veut une migration très qualifiée qui répond aux besoins des entreprises. L'objectif étant de développer l'offre en service. Donc oui aux fuites de cerveau des autres pays, mais non aux réfugiés qui fuient la guerre. Pour réduire l'immigration clandestine, l'Australie a mis en place un camp en Papouasie pour les y emmener. Le camp a fermé en 2017, c'est pour ça que l'Australie est souvent idolâtrée par l'extrême droite anti-immigration comme étant l'exemple à suivre. L'Australie continue sa politique migratoire sélective dans le but d'en faire une puissance dans le Pacifique. Mais le problème, c'est que son environnement n'est pas adapté du tout. Le pays est surtout désertique et sec. Il y a de nombreux cataclysmes dont les incendies qui sont toujours plus nombreux. Le gros problème de l'Australie, il est là. Le pays est isolé. Il dépend à la fois de son économie des services, mais a besoin d'augmenter sa population. En même temps, le pays ne peut plus augmenter à l'excès car son espace vivable reste limité, surtout en eau. En même temps, les deux autres atouts économiques sont l'agriculture, dont les territoires deviennent de plus en plus secs, et l'extraction minérale, qui est très polluante et risque d'être de moins en moins demandée. Et en même temps, il y a les méga-incendies, qui sont devenus courants et qui affectent énormément la qualité de la vie. Par exemple, les incendies de l'été 2019-2020 ont duré plusieurs mois, et la fumée a touché les grandes villes côtières. Ces méga-feux sont désormais réguliers et attendus chaque été. Conclusion. La solution viable de l'Australie serait d'essayer de peupler de nouvelles zones vivables. Notamment dans l'intérieur, dans le sud, le climat est bon, on trouve des ressources en eau, mais l'Australie n'a jamais réussi à développer de nouveaux centres dans l'intérieur du pays, et la population est attirée seulement par les grandes villes qui aspirent toutes les opportunités, mais qui commencent à être limitées en ressources sur place. Merci d'avoir regardé la vidéo, si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Je remercie le partenaire de la vidéo, Cambly, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description si l'offre vous intéresse.